All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine sur Star Citizen. Samedi dernier, on a appris que le bind culling, qui était censé nous apporter un gain de performance à la 3.1, était repoussé à la 3.2. Donc évidemment, la communauté a un peu gueulé. Clive Johnson, ingénieur réseau au studio de Manchester, a pris un peu de son temps le dimanche pour apporter quelques précisions. Alors, pour rappel, le bind culling, ou range-based culling, c'est une technologie qui devrait permettre de ne pas envoyer des données inutiles sur le réseau. Concrètement, grâce à ça, le serveur ne vous transmettra plus d'informations concernant un joueur et ce qu'il est en train de faire s'il est de l'autre côté d'un système planétaire. Du coup, ça va réduire la quantité de données transmises à nos PC, ça va réduire la quantité de données à traiter pour le processeur, et du coup la carte graphique sera plus obligée d'attendre que le processeur ait fini de travailler pour calculer le rendu du jeu. D'abord, il devait remplacer certaines parties du code réseau originel du Lumberyard, et il avoue que les progrès n'ont pas été aussi fulgurants que ce qu'ils espéraient. Ensuite, finir de réaliser le bind culling avant fin mars, ça aurait déjà été chaud, mais prendre le temps de traquer les bugs que ça aurait pu introduire avant fin mars, ça aurait pas été possible. Ensuite, la technologie de bind culling, sans l'object container qui doit arriver avec la 3.3, ils savent pas si ça aurait rendu les performances meilleures ou pires. Leur plan, c'était de le développer pour la 3.1, voir ce que ça donnerait et le laisser si ça allait. Aussi, ils ont d'autres tâches prioritaires sur lesquelles ils doivent avancer. Par contre, ils ont peut-être un plan de secours. En juin 2017, Clive Johnson avait présenté une émission d'Around the Verse sur les variables sérialisées, qui sont censées améliorer l'utilisation de la bande passante, et ils ont peut-être une solution pour combiner ça avec la notion de distance entre joueurs. Donc, retour en juin 2017, c'est quoi les variables sérialisées? Dans un jeu vidéo, il y a des entités, des vaisseaux, des armes, des vêtements, des personnages, des composants de vaisseaux, des outposts, des astres, bref, tout un tas d'éléments qu'on appelle des entités. Ces entités sont caractérisées par des tas de propriétés qui ont des valeurs, des chaînes de caractères, des nombres entiers, des nombres décimaux, des booléens, d'autres entités, bref, plein de valeurs. Selon l'entité dont on parle, on peut avoir quelques propriétés, voire des centaines ou des milliers. Maintenant, si au changement d'une valeur, d'une entité, vous renvoyez sur le réseau toutes les valeurs de cette entité à tous les joueurs et que vous faites ça au moindre changement pour toutes les entités du jeu, ça sera facile, mais ça va rapidement saturer la bande passante du serveur dès qu'il y aura un peu trop d'entités, un peu trop de changements de valeur sur ces entités ou un peu trop de joueurs. Donc sur un MMO, c'est pas possible. Une des solutions envisagées, c'est évidemment au changement d'une valeur d'envoyer seulement ce changement sur le réseau. Et peut-être même attendre un peu, quelques millisecondes avant de l'envoyer, pour grouper cet envoi avec d'autres données. Et ça, c'est déjà fonctionnel sur la branche 3.1 depuis quelques semaines. Et quitte à faire ce genre d'envoi filtré et groupé, ils vont essayer d'y rajouter, par-dessus, en plus, la notion de distance entre joueurs, pour ne pas envoyer des changements de données concernant des entités à des joueurs qui en sont très loin. Donc si j'ai bien compris, envoyer aucune donnée d'une entité à un joueur qui en serait trop éloigné, c'est encore trop tôt. En revanche, au changement de valeur d'une entité, si cette donnée est pas pertinente pour ce joueur vu qu'il est loin, il la recevra pas. Et du coup, ça aura un impact positif sur la quantité de données transmises, la quantité de données reçues à traiter pour le processeur, et du coup, le framerate, puisque la carte graphique sera plus obligée d'attendre que le processeur ait fini son boulot. Petit mot de la fin sur ce sujet, les choses ont peut-être évolué depuis juin 2017, mais à cette époque, Clive Johnson nous a appris qu'il n'y avait que 3 développeurs en charge du code réseau, donc c'est pas étonnant que ça avance beaucoup moins vite que le reste. On passe enfin au Calling All Devs de lundi avec une première question pour Todd Papy. Il nous apprend rapidement que le fonctionnement du bureau de Francfort a été un peu perturbé durant la semaine du 19 février à cause d'une bombe de 50 kg datant de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été trouvée sur un site de construction dans la rue parallèle à leurs locaux et au moment où ils ont filmé le Calling All Devs, l'évacuation avait été ordonnée, certains employés étaient déjà partis et Todd Papy allait pas tarder à le faire aussi. Donc première question pour Todd Papy, est-ce qu'il y aura des perturbations météorologiques dans l'espace, comme des orages solaires, des champs magnétiques et des pluies d'astéroïdes? Alors oui, mais ils savent pas encore quelles répercussions ces différents événements vont avoir sur le joueur et son vaisseau. L'objectif le plus envisageable à court terme, ça serait les champs d'astéroïdes et leur chute sur les planètes. Et pour le reste, ça dépendra en grande partie de ce qu'ils peuvent faire avec la technologie de nuages volumétriques. Seconde question pour Johnny Jassivius sur la possibilité d'avoir des visions nocturnes, infrarouges, des meilleures lampes torches ou tout simplement d'avoir des environnements moins sombres. Ils peuvent parfaitement modifier l'éclairage des pièces, mais ils savent pas encore si les différents modes de vision seront intégrés au casque ou pas. Par contre, ils ont parlé d'avoir des lampes torches comme accessoires pour les armes. Troisième question pour Andrew Nicholson, qu'est-ce qu'on aura comme moyen pour se défendre contre les EMP? Ils sont parfaitement au courant que c'est beaucoup trop puissant, ils aimeraient corriger ça le plus tôt possible, mais ils savent pas du tout comment faire. Par contre, on a vu un tweet de Sandy Gardiner où un développeur était justement en train de travailler là-dessus plus tard dans la semaine. Quatrième question pour Luke Davis concernant l'état de la corvette Polaris. Ils n'ont pas commencé à travailler dessus, mais après avoir fini de travailler sur le 600i, certains artistes pourront peut-être commencer à travailler dessus d'ici avril ou mai. Dernière question pour Will Leverett concernant le processus de choix des joueurs qui deviennent Evocati.
C'est simple, il faut rapporter le plus de bugs possible sur leur site ou être un excellent joueur de Star Marine ou de l'Arena Commander. Bref, participer massivement. Le lore post de mardi peut pas vraiment être résumé, déjà parce que c'est très long, et ensuite parce que c'est pas une simple retranscription d'émissions de radio. C'est le premier chapitre d'une future série de posts racontant la participation de Hypatia Daring, une pilote de course prometteuse, à la Murray Cup, qui se déroule chaque année dans le système Hélice. La première partie du chapitre raconte ses rencontres avec les journalistes, ses échanges de provocation avec un concurrent Jian raciste, arrogant et certainement tricheur, et ses échanges plus cordiaux avec un pilote Tevarine légendaire. La deuxième partie du chapitre raconte quant à elle la première course et l'affrontement de Daring avec ses adversaires. Bref, je vous invite à lire ce post sur le site de la Trad Team dès qu'ils l'auront traduit, parce que c'est vraiment pas mal du tout. Mercredi, le Bugs Matchers était présenté par Max Hung. Ils se sont aperçus en faisant des équilibrages sur le modèle de vol que les vaisseaux généraient du carburant quand ils étaient immobiles. On le voit avec les lignes de debug à l'écran. Ils ont fini par trouver que les deux classes en charge respectivement de la diffusion de carburant et de la diffusion de chaleur n'interagissaient pas exclusivement avec le flux dont elles étaient responsables. Au final, le système de diffusion de la chaleur augmentait la valeur du flux de carburant qui se déversait dans le réservoir, et c'est ce qui causait le bug. Jeudi, la Round the Verse était plutôt court et a présenté les derniers progrès du studio de Los Angeles. Le Tumbril Cyclone est entré dans la dernière phase du pipeline de production, à savoir la phase de préparation de vol. Le terme reste le même si c'est un véhicule terrestre, et plus précisément, ils sont en train de générer les différents niveaux de détail des textures, ce qui devrait le rendre dispo pour la 3.1. Toujours pour la 3.1, le Terrapin est fini au niveau de sa phase artistique, et les développeurs finalisent les animations du cockpit, des portes et des trains d'atterrissage. Le Anvil Hurricane et le Mustang Delta sont quant à eux entrés dans la phase artistique finale, et Eric Kieron Davis dit qu'il est optimiste pour leur sortie à la 3.2 en juin. Ensuite, ils ont développé deux outils pour améliorer le développement. Le premier est un installeur unifié pour mettre automatiquement à jour tous les outils avec lesquels les artistes travaillent. Et le deuxième est un plugin pour Maya, un logiciel d'animation 3D, permettant d'accéder aux différentes armes du jeu pour les intégrer directement aux animations dans le logiciel, sans avoir à attendre de voir ce que ça va donner en jeu. Ensuite, quelques images de la scène d'arrivée des prisonniers en montrant pour chaque personnage leurs acteurs respectifs pendant la phase de performance capture, le rendu obtenu après celle-ci et le rendu obtenu après le travail des artistes. Aucune info, mais c'est sympa à regarder donc n'hésitez pas. Ils ont aussi avancé sur les différentes armures et sur des nouveaux vêtements. L'armure d'hors-la-loi légère vient d'entrer dans sa phase de création avec peu de polygones. Les armures moyennes et légères des hors-la-loi et l'armure légère des Marines viennent quant à elles de rentrer en phase de création avec beaucoup de polygones. Et tout ça devrait arriver dans la 3.2. L'équipe en charge des personnages est enfin en train de travailler sur des PNJ donnant des quêtes autres que Miles, Eckhart et Ruto. Ils en ont plusieurs en préparation à différentes étapes de production. Vu le temps qu'ils ont passé sur les deux premiers, j'espère qu'on va avoir les suivants assez vite. Quelques images ensuite du futur outil de customisation des personnages, qui permettra de choisir la forme du visage, la coiffure, la couleur des cheveux, de la peau et des yeux. Ils ont aussi développé un outil pour mieux retranscrire les mouvements des acteurs sur les futurs squelettes des aliens. Beaucoup des fonctionnalités sur lesquelles ils travaillent n'apparaissent pas sur la roadmap car ils attendent de faire un peu plus de progrès dessus avant de se fixer une mise à jour de sortie. Parmi ces fonctionnalités, une amélioration du mode caméra libre pour le rendre beaucoup plus accessible. Pour finir, beaucoup de développeurs se sont mis à optimiser les vaisseaux et continuent de convertir certains vieux objets au système d'items 2.0. Et ouais, c'est toujours pas fini. Aucune tâche énorme, mais beaucoup de petites tâches qui permettront de gagner beaucoup de millisecondes par-ci par-là. Concernant le Reverse The Verse de vendredi, déjà félicitations à la Trad Team puisque leur Bar Citizen au Meltdown de Lyon a fait d'eux les MVP de la semaine, GG à vous. Ensuite, Discolendo recevait Eric Kieron Davis, qu'on connaît bien, et Dennis Crow, un nom qui vous dit sûrement quelque chose puisque c'est un ancien producteur de Rockstar Games et Blizzard qui a rejoint Cloud Imperium Games en août 2017. Pas vraiment de nouvelles infos dans cette émission, ils ont surtout parlé de leur façon d'organiser les équipes. On apprend que CIG ne publie pas tout ce sur quoi ils travaillent sur la roadmap et qu'ils attendent d'avoir un minimum de base solide avant de le faire. Ils se disent relativement confiants de pouvoir sortir le contenu prévu dans les temps, ce qu'ils auraient, à mon avis, pas dû dire. La bonne nouvelle de cette émission, c'est l'annonce du sujet pour la prochaine. Clive Johnson sera l'invité de la prochaine émission, donc on aura enfin une émission où ça parlera de code réseau et de son impact sur les performances. Samedi, CIG a mis à jour la roadmap de la 3.1. Au niveau des bonnes nouvelles, pratiquement tout a avancé. La refonte des casques et de leur éclairage, l'application de gestion de l'équipement, le pilotage des vaisseaux par les PNJ via une IA à subsomption sont entrés en phase de finition. Par contre, l'amélioration des planètes procédurales, le système d'appel de détresse, les vaisseaux et les optimisations diverses, ça avance aussi. Mais à moins d'un mois de la sortie de la 3.1, je pense que c'est sage de dire que tout ne sera pas fini d'ici là. Le moins inquiétant étant sûrement l'optimisation des performances, puisque vu ce qu'a dit Eric Kieron Davis pendant la Round the Verse, c'est visiblement beaucoup de petites tâches indépendantes. Et pour finir, la phase évocative de la 3.1 devrait pas tarder à commencer, puisque certains membres de Reddit ont déjà reçu leurs invitations. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à samedi prochain et d'ici là, portez-vous bien citoyens.